On va parler des états généraux pour soigner les maux de l'éducation au Congo-Brazzaville. Et puis, Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa attendu le 16 septembre aux États-Unis d'Amérique. Éthiopie, Tigré, au moins 10 morts dans les frappes aériennes sur Mekele. Et puis, on termine par le Togo vers une augmentation du SMIC. Nos invités sont en place. Robert Kossiga à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Ashraf Ouro Sama, il est juriste de formation, homme politique du PDP, et puis le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Chers invités, bonjour. Président, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Je voudrais aussi faire coucou spécial à Jad Fozis, qui a lancé hier son album et son aîné de résumé ses 27 ans de carrière. Il représente valablement le Togo, tant sur l'échiquier national qu'international. Il incarne des valeurs que j'encouragerai les jeunes qui ont emboîté le pas de la musique à tirer beaucoup d'enseignements de par sa propre vie et sa carrière pour faire mieux que lui. Vivement que les jeunes Togolais ouvrent les yeux parce que j'ai dit la fois dernière qu'on ne fait pas sa vie sur les réseaux sociaux. On construit sa vie et quand le moment est venu, ce n'est pas à soi de se célébrer, mais c'est le monde qui célèbre. Et donc, vivement que les gens puissent tirer leçon sur tout le travail qu'abat Jatozis pour qu'on ait demain plusieurs qui sont dans le reggae et qui font de la musique comme lui. Gervais Pouli, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs. Ashraf, on est ensemble, ça va? Oui, ça va. Le PDP, il va bien? Non, le PDP va très bien. Conformément à la charte des partis politiques, nous continuons de dérouler notre feuille de route. Donc tout va bien, tout va bien. Je suis très heureux ce matin parce que j'ai de bonnes nouvelles à annoncer. Déjà, la première nouvelle concerne la parution prochaine du livre du professeur Kako Nubupo. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'intellectuel le plus productif de loin sur le plan international. C'est une fierté togolaise. Il publiera son ouvrage le 12 octobre prochain, intitulé Une solution pour l'Afrique du néocorporatisme au bien commun aux éditions Odile Jacob. Et je crois que dans cet ouvrage-là, il aborde les thématiques les plus intéressantes et les plus contemporaines. Je veux parler de la monnaie unique, la transformation des ressources naturelles. Et il prend vraiment le contre-pied du néolibéralisme qui fait vraiment des ravages sur le continent. Et la deuxième nouvelle concerne New World. Félicitations vraiment à vous pour l'officialisation, disons, des redevances des droits de diffusion. Je crois que la convention de partenariat avec la RTDS est un signe, est un symbole. La RTS. La RTS, autant pour moi. Voilà. La RTS, le New World continue son petit bonhomme de chemin. C'est une fierté togolaise aujourd'hui. Nous avons besoin des télévisions, des entreprises privées aussi conquérantes pour aller chercher des marchés à l'extérieur. Donc, j'exprime vraiment toute ma reconnaissance et toute ma fierté. Allez, on commence donc par le Congo. Brazzaville, les autorités de ce pays ont lancé mardi à Brazzaville, la capitale, des états généraux de l'éducation nationale pour tenter d'apporter des solutions aux nombreux maux qui minent ce secteur. Venu lancer les assises, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a peint un tableau sombre du système éducatif congolais allant du délabrement des infrastructures à la dégradation de la qualité des enseignements. Alors, Germain Pouli, quand on prend l'éducation au Congo-Brazzaville, c'est comme l'éducation dans la plupart des pays africains, surtout francophones. Oui, tout à fait. Ce sont les mêmes défis auxquels les autorités et le peuple congolais sont confrontés. Aujourd'hui, il faut une éducation de qualité. D'abord, il faut un droit à l'éducation. Il faut que tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école puissent y aller. Il faut aussi équilibrer les inégalités entre jeunes garçons et jeunes filles. Et il faut partir du préscolaire jusqu'à l'université pour s'assurer qu'on forme des citoyens de demain capables d'apporter quelque chose à leur pays, capables d'apporter d'abord un plus à l'économie nationale et capables aussi de répondre à la demande
au niveau du marché du travail. Et on sait que nos pays ont des difficultés. Au niveau des infrastructures, il n'y a pas assez d'écoles pour tous les jeunes parce que les enfants et les jeunes sont de plus en plus nombreux. Il n'y a pas aussi des professeurs assez qualifiés. Et puis même les programmes de formation datent de l'époque coloniale, il faut les adapter aujourd'hui aux réalités aux réalités. Et puis tout ça, il faut mobiliser de l'argent. Il faut, comme le disent les Congolais, en ce moment, se bâtir un pacte social autour de l'éducation pour espérer garantir cet avenir-là. Donc le défi, comme vous l'avez dit, c'est toute l'Afrique. Ce sont les mêmes tares, les mêmes difficultés que nos systèmes aujourd'hui comportent. Mais il y a quand même des évolutions dans certains pays qui ont pris sur eux d'avoir des budgets plus ou moins consistants consacrés à l'éducation, mais qui restent toujours insuffisants parce que les défis sont énormes. Notre système éducatif du préscolaire à l'université présente des défis importants en termes d'équité, d'égalité du genre, de qualité des apprentissages ou encore d'adéquation de la formation aux besoins de l'économie nationale et du marché de l'emploi, a déclaré le chef du gouvernement congolais, Makoso Kosiga. À côté, il a souligné beaucoup de choses: équité, égalité du genre, qualité des apprentissages ou encore adéquation de la formation aux besoins de l'économie nationale. Oui, vous savez, quand j'ai lu sur les réseaux sociaux, le site Africa News, la déclaration du Premier ministre congolais, d'abord ça m'a plu. Il a su utiliser les mots qu'il faut. Il a fait une analyse sereine de la situation de l'éducation du préscolaire jusqu'à l'université. Il a décliné les mots qui minent alors la formation alors des jeunes élèves, filles comme garçons. Et puis il a mis l'accent sur la formation des enseignants, parce que celui qui doit donner le savoir doit avoir la compétence, le savoir propre. Or, chez eux, paraît-il que, ayant vécu des situations de guerre, il y a beaucoup d'enseignants bénévoles qui n'ont pas la formation adéquate. Et donc, quand le formateur n'est pas bien formé, il ne peut que donner de mauvais enseignements à celui qui reçoit ce savoir-là. Donc, les États généraux, vivement que cela puisse toucher alors tout ce qui ne marche pas dans l'éducation congolaise, afin que, à la fin, alors le rapport qui sera produit au président Denis Sassou Nguesso puisse être quelque chose de consistant, pouvant l'aider alors à reformer, à entreprendre des réformes qui s'avèrent indispensables dans ce corps de métier-là. Parce que quand on forme mal la main-d'œuvre qui sera sur le marché, le Congo ne pourra pas décoller. Aussi, il ne faut pas former pour former. Nous avons constaté que dans nos pays francophones, le type de formation que nous recevons ne permettent pas alors finalement à ceux qui ont de grands diplômes d'exercer facilement pour eux-mêmes ou pour l'État. Et puis le truc est caricaturé de sorte que tout le monde veut que l'État l'emploie. Or, les sociétés privées aussi sont là, où les gens peuvent même se lancer dans la création de leurs propres entreprises. Or, leur formation ne les aide pas. La fois dernière, j'étais en train d'écouter un pasteur nigérian qui a dit: les gens se plaignent parce qu'ils ont des diplômes et qu'ils ne trouvent pas des emplois. Mais eux, il dit, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne formation. Parce que quand ils écoutent un d'eux diplômés, ils ne sentent pas qu'ils sont prêts à aider quelqu'un. Or, pour lui, si vous recevez une bonne formation, c'est le mettre au service de quelqu'un. Et si la formation est bonne, c'est la personne, c'est l'emploi qui vient vous chercher et non vous qui demandez l'emploi. Donc, je dis, ça c'est très bon. Il va falloir que les acteurs qui animent le secteur de l'éducation puissent alors dénicher tout ce qui alors constitue des freins aujourd'hui dans l'éducation nationale, pour trouver alors les solutions idoines pour alors reformer le système et permettre à ce que
tel que c'était avant. Paraît-il que le taux d'alphabétisation était à 100%. Aujourd'hui, c'est à moins de 80%, alors que l'éducation congolaise retrouve ses lettres de noblesse et que le président Sassou Nguesso veille à ça. Qui dit éducation aussi dit beaucoup de moyens, parce que les infrastructures doivent être construites, et les gens les enseignants doivent être formés, c'est aussi de l'argent. Et puis aussi, il faudrait que l'enseignant mange bien pour pouvoir alors donner les cours. Tout ça là, il va falloir que ça soit bien fait pour que la jeunesse congolaise puisse bénéficier alors d'une bonne éducation, d'une bonne formation. Ce n'est pas seulement les diplômes qui comptent, mais qu'est-ce que vous avez sous la main? C'est pourquoi je dis la fois dernière, le président Talon ici au Bénin a dit, lui, formation diplômante, non, il faut aussi des collèges ou des lycées agricoles capables de former des gens et qui puissent aller sur le terrain, produire et transformer. C'est aussi quelque chose. Donc voilà un peu ma proposition. Alors, Ashraf, tous les experts s'accordent à dire que la qualité de l'enseignement au Congo-Brazzaville s'est dégradée depuis ou bien à cause des guerres civiles qui ont secoué le pays pendant les années 90. On voit que c'est le président Sassou Nguesso qui est là depuis. C'est vrai qu'il y a eu un temps pour l'ancien président, le défunt Pascal Lissouba également. Mais est-ce que selon vous, ce n'est pas trop tard ces états généraux? Non, mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de faire le diagnostic du système éducatif congolais. On ne peut que saluer cela. Mais moi, je crois que le problème il est beaucoup plus profond que ça. On peut questionner la gouvernance du président actuel, Sassou Nguesso, depuis les années. Ça fait une trentaine d'années qu'il est à la tête de ce pays-là. Si il faut constater un dispositif structurel embryonnaire, je crois que c'est très mal parti. Très mal parti. Mais vivement, qu'on opérationnalise les résolutions qui seront prises en amont, parce que le système éducatif congolais va très 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 mal. Je crois que le ministre a essayé de faire le diagnostic, il a répertorié les mots, les pathologies de ce système-là. Il faut apporter des réponses fiables. Bon, maintenant, par rapport à la qualité de l'enseignement, oui, du préscolaire à l'université, que ce soit dans la zone CEMAC ou dans la zone CEDEAO, c'est toujours les mêmes problèmes. Ça fait des années que la réforme de l'éducation s'impose dans nos pays. Parce qu'on parle de l'inadéquation de la formation et du marché. Le monde, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui va très vite. On parle de la mondialisation, on parle des échanges commerciaux qui vont très vite. Si on veut vraiment obtenir des résultats tangibles à l'avenir, il faut se réinventer. Et pour se réinventer passe également par le système éducatif. Je crois que le système éducatif congolais aujourd'hui a pris la mesure de la chose. C'est à eux maintenant de proposer des solutions fiables. La gouvernance de Denis Sassou Nguesso, je ne dirais pas qu'elle est déplorable, mais quand même il faut quand même le dire, parce qu'ils sont en perte de vitesse. Ils sont en perte de vitesse. Il suffit tout simplement de traverser la rive pour aller aussi au Congo-Kinshasa. Je crois que c'est presque toujours les mêmes problèmes. La formation des enseignants pose problème. Les enseignants, il y a toujours des ministères de tutelle spécialisés, puisqu'ils sont toujours spécialisés de former des enseignants. Ils n'ont jamais réussi à relever le défi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a quand même une urgence. Si les entrepreneurs congolais, si les étudiants togolais veulent s'insérer dans le commerce international, dans le monde qui vient, il faut une formation de qualité. Donc, je crois que mon confrère l'a dit, la formation de qualité aussi nécessite des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville a les moyens d'investir? Parce que j'ignore un peu la part budgétaire du Congo-Brazzaville qui affecte à l'éducation, mais dans la plupart de nos pays subsahariens, on part du principe que la part qui est allouée au système éducatif est très faible. Donc il faut aujourd'hui faire preuve d'ingéniosité pour affecter une ressource quand même assez conséquente au système de l'éducation si on veut vraiment avoir des résultats. Donc je crois que c'est une très bonne initiative, toujours de diagnostiquer un secteur et de proposer des solutions. Mais vivement qu'ils trouvent vraiment des solutions idoines pour mettre en place. Parlant justement de solutions, Germain Pouli, les consultations sont prévues à l'intérieur du pays, dans tous les départements d'ailleurs, et comme ce sont les mêmes réalités, à quoi va consister véritablement, selon vous, ces consultations?
Bon, je crois que la consultation a pour objectif de toucher un plus grand nombre d'acteurs de l'éducation, au-delà de la capitale, donc aller dans tous les coins du pays. Alors moi, généralement, je ne crois pas trop que les États généraux sont une solution pour les problèmes, quel que soit le secteur, parce que quand vous écoutez le Premier ministre, vous savez qu'il a déjà une idée précise du diagnostic des problèmes. Alors maintenant, l'intérêt dans ce qui se fait au Congo, c'est qu'ils vont vers les populations dans toutes les contrées jusqu'au mois de décembre, parce que ces consultations vont prendre fin en décembre. C'est une bonne chose à partir du moment où on touche un peu tout le monde. Mais après, il faut savoir qu'un État ou quelqu'un qui dirige doit avoir une idée des problèmes et des solutions. Il faut trouver les moyens, mais ici, l'intérêt, c'est que les gens sont consultés, ils vont s'exprimer. Et après, vous verrez que les recommandations, ça va être une très longue liste de recommandations. Et il n'y aura jamais les moyens pour pouvoir mettre en œuvre ces recommandations-là. Donc c'est là où se pose mon inquiétude. Après, peut-être que les autorités congolaises vont réussir à s'appesantir sur certaines de ces recommandations et chercher les moyens, les ressources pour les mettre en œuvre, oui, mais après, je crois qu'il faut faire comme dans d'autres pays où on n'a pas eu besoin d'états généraux pour se dire, par exemple, lors de la dernière rencontre qu'il y a eu en Angleterre sur l'éducation, les pays, on leur a fait cette recommandation en Angleterre, de consacrer au moins 24%, 25% de votre budget à l'éducation. Bon, alors, un pays comme le Togo allait là-bas avec 28% déjà consacré à l'éducation. Ça veut dire que le Togo dépassait déjà ce qu'on recommandait. Aujourd'hui, le Togo met au moins 30% dans l'éducation. Donc, on n'a pas eu besoin des États généraux pour le faire, pour créer des cantines scolaires, pour former les enseignants. On n'a pas besoin de ça, c'est que le président le sait. Maintenant, s'il prend le risque de faire une consultation nationale, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une floraison de propositions et de doléances auxquelles il sera obligé de satisfaire puisqu'il est allé vers les gens, les populations qui ont fait des propositions. Et après, je pense qu'on peut mettre en place un cadre. Je ne cite pas toujours le Togo en exemple, mais je crois qu'il y a un cadre permanent ici où il y a les acteurs de l'éducation, il y a les parents d'élèves, il y a tous les acteurs. Et il ne s'agit pas seulement du public ici, parce que l'éducation n'est plus le seul, c'est l'apanage du public. Il y a plein de privés, il y a les écoles confessionnelles aussi qui contribuent à l'éducation. Il faut réunir tout ce monde-là et aller de façon échelonnée vers les priorités. Si tel est l'objectif, peut-être qui pourront réussir, mais s'il faut faire cette tournée-là et réunir toutes les propositions et suggestions, et après, quand on essaie de chiffrer tout cela, je ne pense pas que le double du budget du Congo pourra suffire, mais après, il faut programmer tout ce qu'il y a à faire sur des années. Et je pense que les autorités congolaises aussi pensent à cela, parce que le Premier ministre, en tout cas, affirme que dans 5 ou 10 ans, ils espèrent, en sortant de ces états généraux-là, essayer quelque chose pour mettre l'éducation de ce pays sur les rails. Donc, si tel est l'objectif de ces consultations, c'est une bonne chose. Mais après, quand vous consultez les gens et vous ne mettez pas en œuvre ce qu'ils vous disent, ça va être assez compliqué. Allez, on marque la petite pause et on revient pour la suite avec nos chers invités.